Alors salut tout le monde, je vais vous dire quelque chose qui est peut-être un petit peu difficile à comprendre ou à digérer, mais il se trouve que j'ai réussi aujourd'hui la semaine de 4 heures. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? En fait, ça veut dire que je travaille 4 heures par semaine sur YouTube. Alors, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire ce charabia. Il se trouve que c'est un livre qui a extrêmement bien marché et qui est sorti il y a un certain temps, qui a été écrit par un Américain et le titre, ça s'appelait justement La semaine de 4 heures. Dans ce bouquin-là, qui était un bouquin un peu de développement perso, entrepreneurial, le gars, il expliquait comment on peut arriver à créer un business qui est au service de sa vie, de sorte à n'avoir besoin de travailler que 4 heures par semaine, tout en gagnant bien sa vie, en kiffant, en faisant tout ce qu'on veut à côté, grâce à tout ce temps libre en fait dont on dispose. Et du coup, dans ce livre, il est en train de détailler tout ça, comment tu fais pour optimiser, pour faire en sorte que du coup, tout puisse rouler sans que tu aies besoin de glander grand-chose, quoi. Concrètement, c'était un petit peu ça. Et je trouve que pour moi, YouTube, aujourd'hui, j'en suis arrivé à un cap où j'ai réalisé cette vision-là. Mais après, tu te dis, mais putain, comment c'est possible? Comment t'en es arrivé là? Et qu'est-ce que tu fais en fait le reste de ta semaine? Je vais vous expliquer. Alors déjà, pour ceux qui l'ignorent, ça c'est ma chaîne secondaire, du coup, celle où vous êtes, mais ma chaîne principale, c'est celle de Poisson Fécond. J'ai 3,6 millions d'abonnés, j'en ai une autre à 500 000 abonnés, j'ai plusieurs autres réseaux sociaux, et ça fait presque 14 ans que je suis sur YouTube. Donc voilà, comme on dit dans le milieu, j'ai bien bourlingué, quoi. Et sachant que sur YouTube, je publie une vidéo par semaine, et ce sont des vidéos qui prennent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Voilà, vous le voyez si vous regardez les vidéos sur Poisson Fécond. Donc, comment c'est possible d'en arriver à là? Et comment vous pourriez peut-être le faire? Alors, peut-être pas aujourd'hui, probablement pas, mais plus tard. Déjà, faut remonter un petit peu dans le passé. Il faut remonter 14 ans en arrière. À ce moment-là, quand je commence YouTube, c'est quand même un peu le dawa dans ma vie. Je sais pas trop ce que je veux faire. À ce moment-là, pour moi, YouTube, c'est un truc qui est un peu cool, qui est en train d'apparaître, un peu en train de naître, mais je sais pas si je dois me lancer dedans, sachant que j'ai vraiment aucune compétence, mais aucune. Je ne sais pas forcément si je vais écrire des bons scripts face à la caméra. Alors je sais écrire, j'avais écrit des petits trucs à droite à gauche, mais c'était pas des vidéos pour YouTube. Je sais pas tourner une vidéo, je sais même pas comment être à l'aise devant la caméra, je sais pas monter de vidéo, ce que vous voyez là, le résultat final, je sais même pas comment on les met en ligne, je sais rien du tout. Et du coup, j'apprends. Et c'est compliqué, et c'est chiant, et je me tire les cheveux, enfin vraiment du coup il en reste encore, mais du coup c'était vraiment horrible, mais néanmoins j'ai quand même persévéré. Mais là c'est pas le propos de cette vidéo, je pourrais le raconter dans une autre vidéo. En tout cas, au bout d'un moment, ça commence par prendre, au bout de quelques années. Ça s'est pas fait magiquement, juste où je continue et ça marche comme par magie, non. Il y a eu des remises en question et tout, mais à un moment ça commence à prendre, la sauce prend, donc on pourrait même dire. Et à ce moment-là, pour moi, quand YouTube me permet de dégager plusieurs milliers d'euros par mois, alors la notion de combien je gagne à ce moment-là est quand même un peu floue, je vous avoue, sachant que l'argent de YouTube n'est pas mon argent, mais j'en ai pas hyper conscience à ce moment-là. Je me dis juste, bon, ouais, d'accord, mais en réalité, il faut quand même que je déduis, il y a des impôts, il y a la TVA, il y a d'autres machins et tout, donc c'est un peu flou, mais concrètement, il y a un truc qui est clair pour moi, c'est que je ne veux pas faire cette aventure tout seul. Et c'est pour ça que du coup, très rapidement, honnêtement, vraiment vite, contrairement à plein d'autres YouTubeurs, j'ai l'impression, j'ai embauché quelqu'un. Et au début, je le prenais juste, il était auto-entrepreneur à côté, et il montait des vidéos pour moi. Et c'était mon premier monteur vidéo, il s'appelait Félix, c'était un gars adorable et tout. Hélas, j'étais un manager nul à yesh. Donc je savais pas du coup manager une personne, et donc j'ai fait plein d'erreurs. Et au final, du coup, ce monteur-là, je savais pas trop comment en fait lui donner les bonnes indications, comment faire en sorte que du coup ça se passe bien, comment du coup il monte une vidéo efficacement, comment bien monter une vidéo. Enfin bref, toutes les questions qu'on doit se poser, je les ai pas trop formulées dans la tête et donc ça partait un peu dans tous les sens. Au bout d'un moment, avec ce premier monteur, je pouvais pas aller plus loin, j'avais fait trop de bêtises et du coup la relation était un petit peu compliquée pour lui comme pour moi à maintenir, donc on a arrêté de travailler ensemble et je me suis mis à remonter moi-même mes vidéos. Je me suis mis en fait à réfléchir de manière très scientifique, très rationnelle, combien de temps moi-même, en étant efficace, je peux monter une vidéo. Et je me suis chronométré. Alors pas à la seconde près et tout, mais je me disais, ok, quand je vais dérocher une vidéo, ça prend ça en temps. Quand je vais faire le tournage, ça me prend ça. En l'occurrence, du coup, quand je montais mes propres vidéos au début, c'était pas la qualité que vous voyez aujourd'hui sur YouTube, sur les dernières vidéos sur Poisson Fécond, mais je pouvais monter une vidéo en à peu près 3 jours de travail, qu'on est à peu près à la louche. Ce qui fait qu'en une semaine, je pouvais monter à peu près 2 vidéos. Du coup, j'avais noté, ok, la partie où on va dérocher, c'est-à-dire où on va couper tous les morceaux, ça prenait ça. La partie où on va choper des illustrations, ça prend ça. Et je notais dans un calepin tout ce que je faisais, de sorte à ce que, plus tard, quand je réembaucherai quelqu'un, je lui donne ce document-là. C'est ce qu'on appelle du coup des documents de procédure, et que je fasse en sorte que lui il puisse bien du coup suivre la consigne correctement. Et donc je l'ai fait, j'ai fait ce travail pendant plusieurs semaines, plusieurs mois,
En parallèle, j'avais embauché une autre personne, c'était une rédactrice. En gros, c'est elle qui écrivait les scripts des vidéos. Et là, pareil, avec elle, du coup, j'ai fait un temps, mais à un moment, elle a voulu voguer vers d'autres aventures. Ça s'était bien terminé avec elle. Mais moi, je voulais avoir un nouveau rédacteur qui pourrait m'épauler et écrire les scripts avec moi, parce que c'est écrire un script, c'est-à-dire écrire ce que je vais dire face à la caméra, c'est quand même très chronophage. Et c'est une activité qui a rien à voir avec le montage. C'est deux trucs différents. Et donc, voilà, je retrouvais un nouveau rédacteur et là, j'embauchais un nouveau monteur vidéo. Et il se trouve qu'à partir de là, ça s'est beaucoup mieux passé. Quand j'avais créé mes documents de procédure, quand j'ai appris à mieux savoir manager quelqu'un, ça s'est amélioré. Mais c'était pas comme par magie. Il faut vraiment vous imaginer que j'avais lu des petits bouquins, j'avais vu des vidéos sur le management, comment on fait pour travailler avec les gens, comment on travaille avec des êtres humains quand on est nous-mêmes le patron. C'est très très spécial comme travail. Il faut vraiment vous l'imaginer. Quand on est youtubeur, être un manager, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout le même métier. Mais c'est ok, on peut avoir deux métiers en un. De toute façon, quand on est youtubeur ou entrepreneur, vous voyez, quand on crée des projets, et YouTube c'est un projet, en fait on est obligé d'avoir plein de casquettes différentes. Et si on veut travailler avec des gens, même si c'est des freelances, il faut savoir les manager. Alors un freelance, surtout quand il n'est pas en présentiel dans les bureaux, c'est plus simple. Parce que manager l'humain est un peu plus facile. On lui envoie les rushs, on lui dit voilà, il faudrait que ça soit fait comme ça, etc. Mais à l'époque, moi j'ai choisi la voie la plus difficile, c'est-à-dire embaucher des gens. C'était pas des freelances, c'était vraiment des salariés, des gens qui étaient en CDD ou en CDI et qui étaient à 35 heures, qui venaient bosser soit dans mes bureaux, soit chez moi, parce que j'avais transformé chez moi en mes bureaux. Bon, et du coup là, je devais gérer vraiment l'être humain et du coup, les personnes avec qui je travaillais, je les voyais plus que du coup je pouvais voir par exemple ma copine ou alors ma famille, mes enfants. Moi je plaisante, j'ai pas d'enfants. Mais du coup en fait, je voyais ces gens en fait tous les jours sauf le week-end. Donc quand ça se passe mal avec quelqu'un, ça se voit très rapidement et ça peut partir en cacahuète. Et là, c'est chiant. C'est chiant parce que les gens sont en CDI, ils peuvent pas non plus partir en claquant des doigts. Et donc, à ce moment-là, pour vous refaire le topo, j'ai un rédacteur, j'ai un monteur vidéo, j'ai le combo parfait. Pourquoi parfait? Parce qu'il faut à peu près autant d'écriture que de temps de montage pour faire une vidéo. En tout cas, pour les vidéos Poisson Fécond, c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, s'il fallait à peu près une semaine d'écriture, il fallait une semaine de montage. Et donc, avec un rédacteur et un monteur, j'avais le cycle qui fait que moi, en tant que youtubeur à ce moment-là, je n'avais plus besoin en fait d'écrire et de tourner mes vidéos. J'avais juste besoin de chapeauter les personnes en question, donc de les manager. J'avais besoin de relire, j'avais besoin de corriger tout ça et j'avais besoin de tourner les vidéos. Mais à partir de là, je n'avais presque plus grand chose à faire. Alors, il m'est resté d'autres tâches par contre, d'autres tâches qui étaient quand même assez chronophages. Et on les voit pas comme ça. Et du coup, je vous l'ai dit quand même, il y a toute la partie secrétariat, c'est-à-dire répondre aux mails, aux demandes des fans, les placements de produits, parce que du coup, on a une boîte mail où il y a des marques qui nous contactent pour savoir est-ce qu'on peut bosser ensemble, etc. Et ça prend du temps. C'est quelques heures par-ci, par-là, mais en fait, sur la semaine, en tout cas à mes débuts, ça représentait peut-être une journée ou peut-être 2 jours. Donc, je bossais pas 4 heures par semaine. Mais néanmoins, je bossais quand même déjà beaucoup moins puisque j'avais pu déléguer les autres parties. Mais ça, c'était que le début. Après, je voulais encore scale. Je voulais encore augmenter, en fait, en quantité, puis en qualité, et puis voilà, augmenter un peu le pouvoir de la machine. Mais néanmoins, avec ce combo-là, ça me permettait d'avoir beaucoup plus de temps libre. Et ce temps libre, moi, je l'ai utilisé non pas pour voyager ou pour, je sais pas, faire des activités, machin. Moi, je l'avais utilisé pour créer un studio de jeux vidéo et puis créer des jeux à côté. Donc, je faisais énormément de choses sur cette partie création de jeux vidéo. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, au bout de quelques années, à ce moment-là, je suis à Grenoble et j'en profite pour déménager à Lyon. Et à Lyon, on prend des bureaux gigantesques. Vraiment, ils sont immenses. Ils font 250 mètres carrés. Ils sont vraiment trop grands. Et bien du coup, rapidement, j'en viens à peu près à une quinzaine de personnes. Mais dans le lot, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont des stagiaires. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont des stagiaires et puis les autres, c'est des CDI ou CDD. Et à ce moment-là, ça commence à nous faire une bonne équipe. C'est-à-dire que on a 2 monteurs de vidéo, on a 2 rédacteurs, on a une assistante. Et en fait, ça commence à créer un petit écosystème en fait qu'il faut savoir gérer. Et à ce moment-là, du coup, YouTube me prend encore un certain nombre d'heures. Ça prend quand même un peu de temps parce qu'en fait, toutes ces différentes personnes, en vrai, faut pas imaginer qu'elles font leur travail et qu'elles rentrent le soir et que tout se passe comme par magie. En fait, faut quand même être capable de les gérer un minimum, quoi. Et pendant longtemps, cette partie-là, c'est-à-dire manager les gens, manager un petit peu l'équipe, manager la chaîne, je l'ai pas très bien compris. Pour moi, c'est pas un truc intuitif ou naturel. J'ai un petit peu, je suis un peu autiste sur les bords, quoi, mais au sens propre du terme. Donc,
le contact social, c'est pas un truc qui est inné, quoi. Je l'ai un peu appris, quoi. C'est mon côté un peu muscle, quoi, j'imagine, du coup. Mais enfin, c'est vrai, au sens propre, tu vois. Et c'est alors là que j'ai appris un truc crucial que personne ne dit. En fait, déléguer, c'est pas juste filer du boulot à quelqu'un. Et d'ailleurs, dans la masterclass gratuite que je vous donne accès en description, je vous montre exactement mes documents de procédure, comment j'ai structuré mon équipe, les erreurs à éviter. Parce qu'en fait, si vous déléguez mal, comme moi au début, vous allez juste créer plus de problèmes que vous allez en résoudre. Bref, on continue. Pour moi, du coup, gérer les gens, je comprenais pas, quoi. Je fais, mais je gérer quoi? Enfin, le rédacteur, il écrit le script. Après, il m'envoie le script. Je le valide. Je lui dis ce qui va pas. Je lui dis ce qui va. Et puis, on avance. Et voilà, ça marche comme ça, tu vois. Le monteur, c'est pareil. Sauf que, en réalité, ça fonctionne quand on a une petite équipe et où, en fait, on manage les gens, mais un peu au jour le jour. Mais manager, en fait, c'est un terme un peu vague et un peu fourre-tout, mais qui est en vrai essentiel. C'est un peu comme une sorte de chef d'orchestre qui fait en sorte que tous les rouages fonctionnent bien. Et du coup, le manager les gens, je le faisais de manière un peu intuitive, tous les jours, mais sans m'en rendre compte. Cela dit, ça veut pas dire que je le faisais bien. Naturellement, moi, j'ai pas une personnalité qui fait que du coup, manager les gens, c'est un truc que je vais kiffer. C'est pas un truc qui fait que du coup, je prends forcément plaisir à ça. Je suis beaucoup plus dans le côté, vous voyez, très créatif. Et les créatifs, généralement, c'est pas les gens avec qui c'est toujours le plus simple de travailler, quoi. Donc, je suis honnête, du coup, par rapport à ce que je vous dis. Mais ça fait que gérer les êtres humains, du coup, c'est pas la partie, en fait, qui m'intéressait le plus. Mais j'ai mis quand même du temps à le comprendre. Et le truc, c'est que quand on ne fait pas quelque chose ou qu'on le fait mal, ça finit par avoir des conséquences. Comme je manageais pas vraiment les gens, c'est-à-dire qu'en fait, je m'assurais pas, en fait, que leur travail puisse être fait dans des bonnes conditions, ou suffisamment bien, il pouvait y avoir des petits accros, il pouvait y avoir des petits moments où ça coinçait, des petits moments où en fait ils ressentaient des trucs mais qu'ils osaient pas me le dire parce que en même temps j'étais leur patron et leur manager et le mec devant les vidéos, c'est compliqué en fait à gérer pour quelqu'un. Et c'est vrai que moi, je m'en rends pas compte, du coup je le réalisais pas forcément à ce moment-là. Pourtant j'avais quand même une équipe, j'avais une assistante, mais qui n'était pas manager, c'est-à-dire qu'elle gérait juste d'autres tâches que je lui confiais, mais donc il n'y avait pas vraiment de chef d'orchestre. En fait, le chef d'orchestre, vous voyez, c'est un peu particulier, mais c'était moi. C'est-à-dire que on avait un bateau, qui était le Kundar, c'était le nom de l'entreprise derrière la chaîne YouTube, et dans le Kundar, on était effectivement 10-15 personnes. Il y avait 2-3 projets différents, en fait, dans l'entreprise, qui tournaient en parallèle. Il y avait YouTube, il y avait les jeux vidéo, il y avait un autre machin. Et, en fait, le bateau avançait. Moi, j'étais le capitaine, donc j'étais quand même à la barre. Mais en vrai, j'étais quand même souvent, du coup, dans ma cabine, ou alors souvent en train de me balader, ou souvent à faire d'autres trucs. Et ça, l'équipage pouvait un peu le ressentir. Et ça fait que c'est pas aussi agréable qu'on puisse le penser. Après, c'était pas horrible non plus. Enfin, c'est un peu particulier. J'avais quand même des bureaux qui étaient grand, accueillant, il y avait de la verdure, la déco était sympa, les gens avaient des horaires libres, c'est-à-dire qu'ils pouvaient venir et ils pouvaient partir quand ils voulaient, tant qu'ils faisaient leurs 35 heures par semaine. Donc pour moi, en fait, grosso modo, par rapport à tout ça, le maître mot, c'était la liberté, le fait de pouvoir se gérer soi-même, et donc l'autonomie aussi. Et pour moi, c'était un mot qui était important. Mais le problème avec ce mot, c'est que si quelqu'un n'est pas autonome de base, ou ne sait pas trop se gérer, ça, c'est un peu le pire des systèmes, parce qu'en fait, il va partir en couille, il va pas savoir quoi faire. Au bout d'un moment, le temps passe, et le temps passe, oui, c'est 1 année, 2 années, 3 années. Et je considère l'idée de pouvoir peut-être nommer quelqu'un qui va manager les gens. Mais à ce moment-là, pour moi, le management, c'est-à-dire gérer les gens, c'est toujours pas très net. C'est pas très clair, en fait. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est pour ça que c'était pas forcément un manager que j'ai nommé, mais plutôt un chef de chaîne. Et là, ça m'a permis d'atteindre un nouveau palier, en fait, où j'avais besoin de bosser encore moins. Parce que le chef de chaîne, il allait avoir la responsabilité de s'assurer que les vidéos étaient correctement montées et il allait prendre les vidéos et il allait les publier directement sur ma chaîne YouTube. Ça m'a retiré une épine du pied. Et oui, du coup, oui, puisque vous vous posez la question, oui, il faut savoir faire confiance aux gens quand on bosse avec eux. Je pense, dans tous les cas, si on veut constituer une équipe et si on veut bien s'entourer, il faut avoir confiance dans les gens avec qui on va être au quotidien. Et moi, naturellement, j'ai tendance à faire confiance aux gens, parfois peut-être trop, je sais pas. En tout cas, je pense que si je ne fais pas confiance, peut-être que du coup, ça va m'éviter d'avoir des crasses ou alors des coups de poignard dans le dos, peut-être, parce que je suis très prudent ou très craintif. Mais néanmoins, si je suis très craintif et que je fais pas confiance aux gens, je ne pourrai pas aller loin. Donc, entre choisir d'aller loin avec le risque que parfois ça se fasse mal, ou alors ne pas faire confiance, et où il va rien m'arriver, mais je pourrai jamais aller loin, je préfère aller loin et prendre des risques. Et en vrai, ça se passe bien la plupart du temps, en fait. Si vous êtes correct avec les gens, que humainement ça va, que du coup, vous ne profitez pas d'eux, en fait, tout ça est OK. Et il me semble que pour moi, c'était le cas. Ça veut pas dire que j'étais un ange, mais
Néanmoins, la chaîne YouTube fonctionnait, la chaîne YouTube tournait, on écrivait, on tournait, on montait les vidéos et on les publiait. Nos partenaires commerciaux étaient satisfaits et du coup, le public, c'est-à-dire vous-même, ne voyait pas la différence. Et ça, c'était un truc quand même qui était important. Donc, le bateau avançait. Le bateau avançait même quand même bien, quoi. Il avançait bien. Et ça, c'était cool. Mais bon, à un moment, du coup, j'ai eu ce chef de chaîne qui s'est occupé de mettre en ligne les vidéos. Puis, petit à petit, à mesure d'avoir des discussions avec d'autres entrepreneurs, notamment parfois avec d'autres youtubeurs, même si c'était plus rare avec les youtubeurs, parce que généralement j'avais tendance en fait à oser aller plus loin qu'eux en termes d'embauche et de tests. Mais on me disait oui, il faudrait peut-être que tu prennes un manager pour la chaîne. Je me dis mais je ne comprenais pas. Je me dis, mais un manager de quoi ça, ma chaîne va bien, elle tourne bien, j'ai pas besoin de m'investir. Et le truc c'est que moi je me rendais pas compte de ça, mais si je regardais dans les détails avec l'équipe, ça n'allait pas toujours aussi bien que je l'imaginais. Sauf que comme il m'en parlait pas, moi, j'en avais pas conscience. Et du coup, parfois, comme je vous l'avais dit un petit peu avant, ça pouvait créer des petites frictions et compagnie. Donc, à un moment, oui, j'ai considéré la chose et j'ai rajouté des missions à mon chef de chaîne qui comprenait un peu plus du management. Mais comme lui, de base, en fait, il avait un profil parfois un petit peu similaire au mien. C'était pas forcément un truc qui était inné avec lui aussi, de son côté, la partie management. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai fini par entendre toutes ces critiques et compagnie. Et j'ai rajouté une partie management sur la chaîne YouTube. Et on a franchi, à ce moment-là, un nouveau step. Et puis, les années passant encore, eh bien, du coup, j'ai franchi encore un nouveau step. Celui, en fait, de ne plus avoir besoin de checker les scripts des vidéos et ne plus avoir besoin de checker les montages des vidéos, sauf de temps en temps quand je fais des check-ups de qualité. Alors ça peut vous paraître fou, mais c'est pour ça que du coup c'est sur une chaîne un peu plus confidentielle et tout, mais en vrai je me suis jamais caché de ça et quand je fais des interviews je peux le dire volontiers, mais aujourd'hui la partie YouTube tourne quand même extrêmement bien sans que j'ai besoin de m'en mêler. En fait moi je suis presque l'acteur en fait de mes vidéos. Et donc concrètement, à quoi ressemble une semaine type ? C'est simple. Je me pointe le lundi après-midi à 14h, je tourne mes vidéos, ça va durer à peu près 3 heures, 3-4 heures. Je tourne à peu près 2-3 vidéos à ce moment-là, parce qu'une vidéo, ça prend en général entre 30 minutes et 1h30 à tourner, sachant que j'ai un prompteur, donc ça va vraiment bien, ça tourne tout seul. Là, vous vous en rendez pas compte du coup, mais j'ai une télé du coup derrière moi, donc là du coup, là vous voyez, je change les fonds du coup en live, donc c'est vrai que c'est quand même très pratique. Donc, vous voyez, ça se change tout de suite, voilà, comme ça. Et ça fait qu'en fait, on a un truc hyper fluide, qui est hyper rodé. Quand je tourne mes vidéos, je suis avec le rédacteur, celui qui a écrit le script. Une fois que la vidéo est tournée, eh bien, du coup, il récupère la carte SD, en fait, de l'appareil photo ou de la caméra. Ensuite, le manager, eh bien, il va prendre la carte, il va la mettre directement sur le NAS. En fait, c'est le serveur qu'on partage dans l'entreprise et il va assigner une personne qui va monter la vidéo. On a en plus des plannings, c'est-à-dire on a des agendas selon chaque personne. On sait généralement 1, 2 ou 3 mois à l'avance, en fait, toutes les vidéos qu'on va faire, qu'on va écrire. Ça nous permet aussi d'avoir une avance, en fait, par rapport à tous les placements de produits, du coup, tous les partenariats qu'on va faire avec les marques, parce que du coup, on sait notre planning. On peut même intercaler des vidéos s'il le faut ou changer un petit peu l'ordre pour que ça puisse parfois correspondre un peu mieux. Et tout ça, ça se fait en pur automatique. Alors, pas en automatique, il y a des humains, en fait, qui le gèrent, mais du coup, ce n'est pas moi qui le gère. Et à partir de là, moi j'ai tourné mes vidéos. Je fais les gars, écoutez, voilà, fin de journée, il est 17h, j'ai tourné 3 heures et je rentre à la maison. Et du coup, c'est terminé pour moi pour la journée. Ensuite, j'ai quand même quelques petits autres éléments. Attention, c'est-à-dire que le reste de la semaine, j'ai une réunion avec mon manager ou ma manageuse en l'occurrence là du coup. Sur comment ça se passe sur la chaîne, les statistiques des vidéos, les petits tracas de l'équipe, les points du coup qui demandent à être traités ou on a besoin d'en discuter. Et cette réunion-là, elle prend généralement 30 minutes, parfois 1 heure. Et parfois, en extra dans la semaine, j'ai des réunions plus spécifiques comme le fait de trouver ou de valider des nouvelles idées de vidéos, le fait de checker les miniatures et on fait tout ça par paquet. On va pas trouver une idée de vidéo de temps en temps, non. On va trouver généralement 40 idées de vidéos et on va les planifier sur l'année qui vient. Alors, on ne sait pas exactement quand elles vont sortir, mais on sait que, par exemple, pour les Ça fait quoi, là, on sait, par exemple, qu'on a 30 idées de script en avance et ils ont été validés. Donc après, nos rédacteurs, ils peuvent aller piocher dedans selon la période la plus appropriée. Pareil pour les bulles, c'est-à-dire les personnages historiques, on en a plein en avance et ça pour toutes les chaînes. Et donc, du coup, ça fait qu'on a juste à caler des réunions de temps en temps. Donc voilà, pour résumer, moi, je tourne mes vidéos le lundi après-midi, j'en ai juste quelques-unes. Ensuite, je fais une réunion pour voir l'avancée de tout ça et j'ai une réunion en extra de temps en temps pour pouvoir prévoir l'avancée des nouveaux scripts. Et
aussi, parfois, j'ai des petites réunions, en fait, quand on doit trouver des nouveaux formats de vidéos, parce qu'on invente toujours, tous les ans, on essaye de trouver des nouveaux formats de vidéos qui pourraient marcher, et généralement, c'est moi qui m'en charge. Après, parfois, je peux le déléguer aussi à d'autres parties de l'équipe, mais c'est un truc qui me tient encore à cœur. Et du coup, en réalité, si on prend tout ça, en vrai, ça représente pas beaucoup sur une semaine. Concrètement, on est sur une semaine de 4 heures pour moi. Mais ça implique derrière d'avoir une mécanique et une usine ou du coup une horlogerie qui est quand même très bien huilée, où chaque personne sait ce qu'elle fait. J'ai une manageuse, j'ai quelqu'un qui gère les miniatures, pas forcément toujours des salariés, par exemple le miniaturiste c'est quelqu'un externe, mais j'ai après 2 monteurs vidéo, ou 3 si on est en externe, on va avoir 3 rédacteurs. Du coup on a plein de personnes et on sait ce que chacun fait, mais ça implique quand même d'avoir des gens à temps plein qui ont ce travail que je ne fais plus aujourd'hui. J'ai aussi quelqu'un qui va gérer tous les placements de produits, et donc en fait ça fait que ça fonctionne très bien, et maintenant qu'on a une manageuse du coup, et qui s'assure que les gens ont leurs besoins personnels ou vis-à-vis de leur travail qui sont respectés, ça fait que les gens sont quand même satisfaits de travailler dans l'entreprise. Après, ça veut pas dire que tout est parfait. Parfois, il y a des accros, parfois, il y a des trucs qui sont incompris, parfois mes décisions ne sont pas comprises. Faut pas imaginer que tout se passe bien et c'est merveilleux. Parfois, les gens, ils ne saisissent pas, en fait, les idées que j'ai. Parfois, les idées que j'ai sont merdiques et du coup, on revient dessus. Mais ça fait partie de la vie de la boîte. Et ça, les gens qui sont derrière, ça veut dire vous, ne le voyez pas. Et donc, la question finale qu'on se pose derrière tout ça, c'est, mais Chris, si tu bosses que 4 heures par semaine sur YouTube, du coup, tu fais quoi le reste de ta semaine? Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais toujours pas. Non, je plaisante. En vrai, tout ce temps-là dont je dispose, il n'a pas été utilisé pour ne rien faire. Après, moi, je ne peux pas ne rien faire. En fait, je suis créateur dans l'âme, comme vous l'aviez un peu senti avant, et donc, pour moi, il est important de faire des choses, des projets, des trucs cool. Sauf que, il était important, et c'est pour ça que j'en suis arrivé à essayer de diminuer mon temps YouTube. Je l'ai pas fait juste parce que j'avais plus envie de faire YouTube. J'adore YouTube, et je pense que je continuerai encore très longtemps. Mais il était important de pouvoir diminuer mon temps et ma charge mentale sur YouTube pour pouvoir faire un autre projet qui puisse avoir un impact dans le monde, on va dire. Mais il fallait que YouTube fonctionne bien et que je puisse le déléguer au maximum en conservant ce niveau de qualité. Et il se trouve que ce nouveau projet, alors pendant un temps, ça a été Conte Aventure, c'est-à-dire l'escape game d'horreur, mais qui hélas ne verra pas le jour. J'en ai fait une grosse vidéo sur ma chaîne Poisson Fécond. Bon, faudra aller la voir pour comprendre. Mais aujourd'hui, le temps que je dispose, il est consacré quasiment en totalité à Noisuli. Noisuli, en fait, c'est la saga en fait que je suis en train d'écrire qui porte sur les rêves, et c'est ça qui me prend mon temps aujourd'hui. J'aimerais que ça puisse aller très très loin, mais c'est encore un autre sujet. Alors maintenant, peut-être que vous vous dites « Ok Chris, c'est cool pour toi, mais moi en fait j'en suis pas là quoi. J'ai même pas 1000 abonnés quoi, ou alors 10 000 abonnés quoi. » Justement, parce que dans la masterclass gratuite en description, je vous montre mon process complet, et pas juste la partie délégation, Vraiment, comment on peut créer des vidéos, par exemple, à 1 million de vues, comment structurer votre chaîne dès le départ pour pouvoir scaler plus tard, donc augmenter le level. Vous voyez un peu mon système de délégation de A à Z, ce qui m'a par exemple permis de passer à peut-être 60 heures de travail par semaine à peine 4 heures par semaine. Bref, vous allez voir aussi notamment les 3 erreurs critiques qui m'ont fait pas mal galérer. Tout ça, ça fait à peu près 40 minutes de contenu, c'est gratuit. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir, le lien est dans la description. J'ai l'impression que je l'ai déjà dit. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine, et d'ici là, faites de beaux rêves.